Bonjour à vous toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire sur le transfert d'entreprise et plus précisément sur les enjeux pour bien s'y préparer, bien préparer son transfert et comment bien valoriser, mettre en valeur notre entreprise quand on veut procéder à son transfert. Comme on va le voir, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, mais quelque chose qui se fait d'avance. Alors, merci à vous tous et merci à notre partenaire, présentateur et commanditaire, Raymond Chabot, Grant Thornton, qui supporte et avec qui nous collaborons de façon régulière sur les grands enjeux de transfert d'entreprise et principalement en accompagnement de nos clients respectifs. Alors, les petites indications d'usage en début, on vous confirme que la présentation durera 1 heure, donc à 13 heures. On atterrira à la fin de la conférence. On pourra, pendant la présentation, compter sur le support technique de mes collègues Fanny et Elodie. Vous ne les verrez pas, mais elles sont là, silencieuses à l'arrière, sauf s'il y a des bugs qu'on ne souhaite pas. Et je vous invite à faire part de vos questions dans les Q&A que vous avez en bas de page de votre Zoom. Donc, d'inscrire vos questions pour nos panélistes qui y répondront avec plaisir vers la fin. On se réserve une période de 10-15 minutes à la fin pour permettre les échanges avec vous selon vos préoccupations, selon ce que vous aurez entendu. Et en cours de route, en tout temps, vous pouvez bien entendu faire des commentaires dans le chat que vous retrouvez également en bas de page. Alors, aujourd'hui, on va parler des deux grands enjeux qui sont les facteurs qui augmentent les meilleures chances, qui nous donnent les meilleures chances de succès de transfert, donc et à cet égard-là, qui doivent être tenus en ligne de compte pour bien se préparer pour arriver au succès et pour arriver en bout de piste à ce qu'on veut tous comme vendeurs ou acheteurs d'entreprise, c'est-à-dire la pérennité, la continuité de l'entreprise. Et on va voir, comme je l'ai dit, les facteurs qui maximisent la valeur. Sans plus tarder, je vous présente nos panélistes, à savoir M. Éric Dufault, qui est vice-président et associé principal chez Raymond Chabot, Grant Thornton. Alors, M. Dufour est un spécialiste renommé provincialement et même plus grand dans le secteur de transfert d'entreprise, plus particulièrement chez Raymond Chabot. Donc, c'est lui là, qui est souvent le maître d'œuvre et chef d'orchestre de l'équipe de Raymond Chabot en matière de transfert d'entreprise. Il va nous parler, lui, des grands principes, des grands enjeux et des solutions pour bien se préparer en amont du transfert. Il est accompagné par son collègue Eugène Gilbert, qui est leader de pratique et conseiller en performance financière des entreprises et qui va nous parler de façon plus particulière de ce qui est nécessaire de tenir en ligne de compte dans nos performances de gestion d'entreprise et qu'est-ce qui impacte directement dans la gestion de l'entreprise, qu'est-ce qui impacte directement sur la valeur de l'entreprise, avec des propos tout à fait innovants dans les deux cas. Alors, sans plus tarder, écoutez, on est là pour vous entendre, messieurs. Donc, j'inviterai dans un premier temps Éric à mettre la table. Mais auparavant, c'est vrai, j'ai quelques petits éléments. Tu me permettras, Éric, de faire une petite présentation générale pour mettre la table, si on veut, pour tenir compte des enjeux globaux quand on parle de transfert d'entreprise et de l'intérêt de s'y préparer, qui vient de notre indice, l'indice entrepreneurial québécois qui vient tout juste de sortir, qui a été préparé par l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, où on constate qu'encore aujourd'hui, la majorité des entreprises, on a une grande majorité d'entrepreneurs qui veulent transférer. Donc, on parle de 60% des entrepreneurs québécois qui veulent transférer dans les 10 prochaines années. Alors, c'est un nombre plus que significatif et ça montre les enjeux, l'importance des enjeux qu'on doit adresser en termes de transfert d'entreprise dans les prochaines années. On voit aussi que 4 entrepreneurs sur 10 seulement possèdent un plan de relève et on a d'autres données aussi qui montrent que oui, même dans les 4 entrepreneurs sur 10, on pourrait dire, puis Éric pourrait le confirmer, qu'on a peut-être plus 2 entrepreneurs sur 10 qui ont un réel plan
complet, élaboré de transfert, d'où l'intérêt de la présentation d'aujourd'hui. On a par ailleurs une majorité de propriétaires qui ne connaissent pas la juste valeur marchande de l'entreprise. Souvent, on a une valeur qui est, je dirais, pas aléatoire, mais en tout cas qui correspond à certains facteurs qui ne sont pas nécessairement suffisamment précis pour établir une vraie valeur quand on adresse la négociation. Et c'est le premier point de discussion qu'on a dans tout transfert. Donc, on a tout intérêt à détenir les informations pertinentes et les propos qu'on va entendre aujourd'hui vont venir nous permettre de préciser en amont les éléments qui constituent cette juste valeur marchande. Enfin, je vous indiquerai que, encore une fois, selon les chiffres, on voyait que de 2020 à 2025, on parlait de 34 000 entrepreneurs qui comptaient céder leur transfert et 11 600 entrepreneurs qui comptaient fermer leur entreprise. Et dans bien des cas, un des enjeux, c'est en raison justement peut-être d'un manque de préparation et du fait qu'on n'ait pas tenu compte suffisamment bien des enjeux de préparation de transfert d'entreprise qui fait qu'on en arrive à cette conclusion-là. Puis, au niveau des chiffres, je vous dirais qu'il y a une augmentation très sérieuse d'intentions de transfert, puisque dans la dernière année, on a constaté que de 7 à 8 000 intentions de transfert, on était rendu plutôt à quelque chose autour de 15 000. On le voit bien dans le graphique qu'on voit là. Qui est représenté, en proportion là, dans la zone grise et verte par environ le tiers des transferts d'entreprise va se faire en management buyout, donc un transfert à l'interne et ou familial. Et le 2 tiers, ça va être à l'externe. Puis s'il y a une observation qu'on a constatée dans notre pratique au CETEC et qui sera partagée par nos panélistes aujourd'hui, c'est que la différence de bien réussir son transfert consiste à bien s'y préparer et en établir la juste valeur. Alors là, je passe vraiment la parole à Éric pour qu'il nous introduise justement les facteurs clés, les facteurs fondamentaux qui qualifient une bonne préparation de transfert d'entreprise. Merci, Serge. C'est un plaisir d'être parmi vous ce midi. Donc, effectivement, Serge, des statistiques importantes. Peut-être recadrer au niveau de ma présentation. Je suis un FCPA, donc j'ai eu mon fellow de l'Ordre des CPA pour ma contribution extra-comptable, 36 ans d'expérience. Et ça fait depuis, Serge, ça fait depuis 2003, 20 ans que je gravite autour de la relève entrepreneuriale, mais ça fait plus de 25 ans que je suis dans le monde de la consultation également, où on travaille beaucoup, autant en performance avec Eugène, mais beaucoup au niveau des ressources humaines avec des équipes d'experts, pour venir supporter les organisations dans leur transition de management. Et une de mes passions, c'est évidemment d'accompagner les entreprises dans la transition intergénérationnelle. Et on va vous traiter du sujet ce midi de la valorisation des entreprises en contexte de transfert. Par contre, c'est important de mentionner que de plus en plus, lorsque nous faisons une vente, ça se rapproche de plus en plus, Serge, les conditions qu'on doit avoir dans le monde du transfert d'entreprise. Parce que dû à la pénurie de main-d'œuvre, celui qui va vendre doit être aussi séduisant par rapport à son portrait de management, la qualité de ses équipes, la qualité de son portefeuille de clients, son mode d'approvisionnement qui est ajusté, etc., une stratégie adéquate. Donc, ce qu'on a toujours, Serge, enseigné, instruit et recommandé dans le monde de la relève du transfert d'entreprise, bien, de plus en plus, ça se rapproche lorsqu'on fait une vente externe ou qu'on recherche des repreneurs externes non internes. Mais nous, notre grande spécialité, où on en est fiers, c'est le transfert interne, le management buyout, qu'il soit familial ou avec des employés clés. On travaille beaucoup là-dedans. Nous avons une équipe d'experts. Ce qu'on fait, c'est des partenaires avec le CETEC. Les personnes du CETEC passent dans l'entreprise, font leur diagnostic. Nous, on arrive avec une équipe d'experts où on va aller approfondir autant au niveau des intentions, des ressources humaines, l'aspect des tests psychométriques, plan de développement. Et on arrive également avec la faisabilité financière et fiscale. Donc, peut-être présenter le premier graphique, la chaîne de valeur d'un processus de relève. Donc, évidemment, ici, c'est une chaîne de valeur recommandée. Souvent, on se fait poser la question, combien de temps ça prend à réaliser un plan de relève? Parce que de plus en plus, les entrepreneurs sont un peu sur le tard.
Parce que la moyenne d'âge des entrepreneurs, souvent 57, 58, 59, 61, oups, on a un délai à vivre et combien de temps ça prend? Donc ici, lorsque nous intervenons, donc on a déjà le CETEC qui est passé chez le client. Nous, la première étape, lorsqu'on vient par la suite avec nos experts, on fait le tour avec l'ensemble des parties prenantes au dossier. Ça prend environ, je vous dirais, un 6 à 8 semaines pour réaliser la première étape où on va en profondeur pour ordonnancer un plan d'action. Parce que ce qu'on constate chez nos clients, c'est qu'ils ont de la difficulté, pour toutes sortes de raisons, à ordonnancer en étapes. Et nous avons pris le pari de bâtir des équipes complètes pour éviter que le client se raconte son histoire à 6, 7 et 8 ressources. Donc, on fait des consensus, on fait de la médiation et dans une perspective de gestion des risques, on établit le plan de l'entreprise pour s'assurer qu'on calibre les forces et faiblesses de l'entreprise en même temps qu'on va la transférer. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est dans la troisième colonne, Serge, l'aspect transactionnel. Donc, la valorisation des entreprises. Avons-nous le choix? Bien, écoutez, avec ce qu'on peut vivre comme incertitude, on parle d'un économiste, on parle d'un autre, souvent le positionnement est différent, mais il est certain qu'on a vécu une turbulence assez importante. Nous avons tous vécu cette période de crise qui a affecté pour plusieurs organisations, soit son mode d'approvisionnement, son modèle d'affaires en soi, son modèle de revenus, puis Eugène va aller un peu plus loin tout à l'heure. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il n'y a pas une entreprise ou presque aujourd'hui qui est dans la pleine certitude de son agenda. On vit beaucoup d'incertitudes. On vit des incertitudes également qui sont hors contrôle avec la crise mondiale, avec le changement du consommateur dans ses choix. Un phénomène, l'individu a un rendez-vous avec lui-même et il réagit différemment, que ce soit un employé face à toi comme employeur, que ce soit un client qui est devant toi face à un choix de produit, ça change. Le management est en changement majeur. Donc, c'est beaucoup d'éléments qu'on contrôle peu. Ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont les éléments que nous pouvons contrôler. Donc, quels sont les éléments que nous pouvons contrôler? Bien, comment valoriser notre organisation? C'est la première fois au Québec, Serge, qu'on a autant d'entreprises québécoises qui vont se retrouver avec une dette du patrimoine dans leur bilan d'entreprise. Beaucoup d'entrepreneurs ont vécu, ont travaillé, révolution tranquille, croissance d'entreprise, croissance par acquisition, croissance organique, de belles entreprises, toujours avec des dettes opérationnelles, avec mon parc d'immobilisation, mon parc d'équipement, avec un plan de renouvellement, etc. Et là, nous allons ajouter une dette importante, une dette ou un devoir de rachat face au patrimoine. Je discutais l'autre jour avec un dirigeant d'une banque à Chartres provinciale qui lui disait avoir atteint déjà leurs objectifs et dépassé leur objectif annuel, mais leur plus grande inquiétude, c'est que la principauté du portefeuille s'en va dans le rachat du patrimoine, dans le financement du patrimoine et très peu dans les investissements en immobilisation et en équipement. Donc, la valorisation, elle est importante. Il faut s'en parler quand on fait un plan de relève. Il faut travailler la faisabilité financière et on va regarder l'ensemble des angles pour le faire. On va aller à l'autre page. Donc, ici, la finance et la fiscalité dans un contexte de relève. Bien, c'est comme une recette, finalement. Serge, pour faire une recette, ça nous prend des ingrédients. Donc, ici, pour faire l'équation de la faisabilité d'un plan de relève, il y a différentes données qu'il faut connaître. Pour s'assurer d'avoir l'objectif de valorisation, il y a des données qu'il faut connaître. Tout d'abord, bien préciser le besoin financier de notre cédant. Souvent, notre cédant, il a capitalisé, il a réinvesti, il ne s'est pas sorti plus ou moins de dividendes. Il n'a pas fait de protection d'actifs ou presque. Donc, il a laissé ses capitaux dans l'organisation. Et là, par contre, 58, 59, 60, 62, pense à sa vie, pense au bonheur, pense au plaisir qu'il aura dans le futur. Combien il a besoin pour être heureux? C'est quoi ses attentes financières? Mon besoin financier par rapport à mon bilan personnel actuel. C'est une équation qui semble peut-être compliquée, mais c'est tout à fait simple. Donc, combien mon conseiller financier me dit qu'il faudrait que ma business vale comme valeur de PME pour s'assurer de combler mes besoins financiers de bonheur? Pour plusieurs d'entre vous, probablement que la valeur marchande est plus élevée que vos besoins. Et là, c'est quand même important quand même, parce qu'on va parler de financement tout à l'heure et il se peut que votre financier, de plus en plus, vous demande une balance de vente un peu plus haute. Donc, l'équation, les besoins financiers de mes actionnaires actuels par rapport à leur planification financière.
Donc, est-ce qu'elle est en adéquation avec la valeur de mon entreprise? Tout ceci va avoir une influence sur le rythme du transfert progressif. Parce que moi, de mon côté, plus les entrepreneurs québécois vont entamer des transferts progressifs, plus on va avoir des transferts gagnants au niveau des générations et au niveau du plan de match. Maintenant, la capacité financière de notre entreprise, la capacité financière actuelle, avec le bouleversement qu'on a vécu, ma business, c'est quoi mes fonds que je peux générer comme capacité actuelle? Hein? Est-ce que je me suis rajusté? Est-ce que j'ai eu un impact? Donc, oui, j'ai des beaux bilans, j'ai des beaux résultats dans les 5 dernières années, mais mon impact de la COVID, avec tout ce qui se passe dans le monde, comment ma business peut générer en date d'aujourd'hui? C'est très important parce que lorsque notre équipe va rentrer chez vous, elle va calculer la faisabilité de sortir un financement pour faire un chèque dans votre compagnie de gestion, sans étouffer, parce que souvent l'entrepreneur va avoir un stress, une anxiété que ses dirigeants futurs soient étouffés. Donc, maintenant, besoin financier de la relève. Donc, notre relève, est-ce qu'ils sont capables de faire une injection de fonds? Pour la plupart du temps, c'est des employés. Pour la plupart du temps, ils n'ont pas de capacité d'injection de fonds. Mais ils auront des leviers potentiels pour eux. Par contre, quelles sont leurs attentes sur du dividende? Quelles sont leurs attentes face à leur ambition d'être actionnaire? C'est important de bien le calibrer. La valeur marchande de l'entreprise, on va en parler tout à l'heure, bien important, on en a parlé aussi, c'est un des ingrédients pour faire l'équation. Maintenant, l'entrepreneur va nous dire, bon, Éric, avec ton équipe, oui, c'est ça que j'ai besoin, et la business n'est pas tout à fait rendue là. Ah, on va regarder peut-être qu'on va faire un transfert, on va faire un gel des actions, on va faire un transfert progressif, tu vas continuer à valoriser, mais on va entrer ta jeunesse, ta relève comme actionnaire, commencer un transfert de direction et on fera un transfert progressif avec le temps. Maintenant, l'entrepreneur va nous dire, oui, mais dans la première étape, si je fais un premier geste, comment je peux optimiser ma fiscalité? Je veux connaître le chiffre net d'impôt par la suite. Bien, notre équipe, encore une fois, lorsque l'équipe arrive dans la démarche initiale pour bâtir l'ordonnancement des étapes, il faut aussi aller voir la faisabilité fiscale. Et à cet égard, bien, vous avez certainement suivi l'actualité. Plusieurs d'entre vous, peut-être, ont déjà réalisé ce qu'on appelle un gel successoral. On n'a pas assez de temps de faire le tour de tout ça. Peut-être que vous avez une fiducie, vous avez peut-être créé votre compagnie de gestion. Une chose qui est certaine, c'est que vous savez que vous avez une exonération du gain capital de 971 000 lorsque vous vendez vos actions. Mais étant donné qu'on a tout près de 75 de nos entreprises québécoises qui sont familiales, vous savez qu'il y a des restrictions. Seulement un angle mort à vous soulever. Le fédéral vient de bouger, Mme Freeland, dans le dernier budget avec la loi 208, le provincial en 2016. Ce qu'on doit vous dire comme signal, soyez prudents d'ici le 1er janvier 2024. S'il y a des gens d'entre vous qui ont déjà fait un gel, qui n'ont pas encore transféré d'actions aux enfants, je vous lève un drapeau. Informez-vous. Il y a peut-être un avantage de le faire avant le 1er janvier 2024 parce que l'ensemble des fiscalistes du Québec, présentement, se questionnent beaucoup sur cette histoire-là au 1er janvier 2024. Il y a plein d'insécurité. Un clin d'œil pour vous. Donc, Eugène et Serge, la partie du besoin, de l'objectif financier en lien avec notre transfert d'entreprise, comment le transfert d'entreprise quel poids va donner au plan financier dans le plan de relève. On va aller à l'autre page. Donc, aussi, on vient de parler de la capacité financière de l'entreprise. J'ai parlé du banquier qui nous mentionnait qu'il y avait une inquiétude face au sous-investissement présentement en technologie et en innovation et en immobilisation. Là, ce qui va être important de déterminer avec notre entreprise qui vit quand même des cycles économiques, qui vit soit une croissance ou je vous dirais une turbulence, on doit faire notre plan stratégique. Donc là, nous, l'équipe aussi, on accompagne les gens, mettre en place leur plan de relève, mais on les suit par la suite. Donc, réaliser notre plan stratégique pour aller identifier les besoins que j'ai en investissement, en mise à niveau, déterminant. Parce que je vais solliciter le service de la dette et il va y avoir une équation avec les ingrédients que je viens de parler tout à l'heure sur, finalement, quel est l'espace qui me reste pour que je puisse encaisser mon patrimoine le plus rapidement possible. C'est assez mathématique, tout ça, avec l'ensemble des ingrédients qui sont connus. Chose qui est importante, tantôt, on va demander à Eugène comment, par contre, optimiser ce que je fais déjà. Et ça, c'est important. Et c'est aujourd'hui qu'on vous parle de valorisation et vous en allez en entendre parler de plus en plus. J'ai un plan qui est bien en équilibre
je suis bien aligné, on travaille avec les ressources, les compétences. Comment puis-je valoriser mon entreprise pour assurer une pérennité financière? On continue à l'autre page. Donc, le plan de financement. Seulement un clin d'œil à ce niveau-ci. C'est que par expérience, parce qu'on accompagne les entreprises aussi dans leur financement de plan de relève, je vous dirais qu'il y a un stress actuellement. Hein, vous le savez, vous êtes en affaires. Hein, on parle d'incertitude économique. Donc, de plus en plus, on va sentir une importance accordée beaucoup plus grande au plan de relève, au plan stratégique, au portrait des compétences. Ce qu'on parlait tout à l'heure dans la chaîne de valeur, ce qu'on veut travailler avec vous, là, l'ensemble des compétences, les plans de développement de l'organisation, qui va prendre des décisions, comment va prendre des décisions, qui va remplacer Roger, etc. Donc, de plus en plus, ils vont poser des questions. Il faut se préparer pour notre financement. En même temps, Eugène, il faut avoir l'espace nécessaire au bilan. Il faut générer la valeur pour se donner de l'espace dans notre profitabilité pour que notre financement soit plus acceptable. Et soyez prudents parce que les institutions financières et les partenaires financiers présentement se stressent sur certains actifs. Donc, c'est important. L'autre page. La juste valeur marchande des organisations. Tout à l'heure, on parlait des ingrédients. Hein, pour déterminer mes objectifs et fixer mon plan de valorisation, je dois connaître ma valeur d'entreprise. Si vous vous rappelez, dans le projet de loi fédéral, celle qui est existante actuellement jusqu'au 1er janvier 2024, le fédéral exige une valeur marchande calculée par un expert indépendant. Ce que je dois vous dire, j'ai l'habitude de regarder les valeurs marchandes et probablement que vous aussi. Une chose qui est certaine, c'est qu'on est ailleurs. On est ailleurs au niveau du calcul d'une valeur marchande de business. Autrefois, on prenait 5 dernières années, Eugène, il n'y en avait pas trop de bouleversements. On pouvait s'assurer d'avoir une tendance assez linéaire des résultats, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oups! Une certaine pandémie est venue bouleverser mes volumes de vente. Les secteurs d'activité, exemple, dans la quincaillerie du Québec, ont fait pas des fortunes, mais ont fait des bonnes affaires pendant ce temps-là. D'autres activités, c'est beaucoup plus difficile à cette période-là. En période d'aujourd'hui, le marché se restabilise. Il y a des marchés qui se replient, etc. Beaucoup plus difficile pour les évaluateurs et ils doivent se baser de plus en plus sur le plan de match, le plan strat, l'enlignement par rapport à la restabilisation face au marché et, je vous dirais, surtout la compétence des équipes, l'ensemble de notre plan de match. Donc, soyez prudents dans la valeur marchande, c'est très important. À l'autre page aussi, je fais un clin d'œil sur certaines façons. La valeur marchande, vous savez comment ça fonctionne. Il y a 2 éléments qui est important de retenir pour vous. J'ai des actifs qui vont servir à évaluer ma business. Une chose certaine aussi, il y a un élément qui est déterminant. Vous avez entendu parler du BAYA, le bénéfice avant intérêt, impôt et amortissement. Oubliez ce nom-là, qui est un chinois, qui est en chinois. Retenez, elle génère quoi la business? Plus elle va générer, plus ma business va avoir de la valeur. Donc, Eugène, après sa job, on va lui donner un bon défi. Fais-moi générer plus. Par contre, avec ces 2 données-là, l'expert en évaluation va faire une fourchette. Ce que je vous dis, je vais vous donner un clin d'œil de prudence, encore une fois, sur certaines tendances actuellement d'inquiétude. Au niveau des inventaires, présentement, au niveau du manufacturier au Québec et au Canada, il y a un stress sur des inventaires beaucoup trop élevés des organisations avec le marché en général. Donc, quand vous allez arriver au financier, au financement, vous devriez être bien documenté sur la dureté de vos inventaires, les actifs plus mous, là, les travaux en cours. Je vous dirais également aussi les actifs intangibles. Donc, les actifs intangibles, on parle d'achalandage. Hein, l'achalandage, pour vulgariser, c'est l'écart entre ce que ma business génère comme profit supérieur à ce qu'elle vaut comme actif. Bon, évidemment qu'il y a certains secteurs d'activité dans le domaine de la construction qui, je vous dirais, souvent un bon support d'actifs. Donc, la valeur marchande va souvent se rapprocher de la valeur de tes actifs. Sauf que dans le service ou dans d'autres secteurs, c'est différent. Donc, soyez prudents. Faites calculer vos affaires correctement. La valeur de vos brevets, la valeur de vos actifs intangibles, c'est déterminant pour les objectifs de valorisation. À l'autre page. La valeur marchande, j'en ai parlé tout à l'heure, on peut passer tout droit à cette page-ci. Les essentiels. Avant de terminer ma partie à moi et de vous transmettre à Eugène, moi, personnellement, quand Serge parlait qu'on était rendu à 40 dans l'indice entrepreneurial,
aujourd'hui. Quand j'ai débuté en 2003, les statistiques parlaient de 10 Serge, de gens qui avaient un plan de relève. Là, on parle de 30. Moi, je suis déçu. Encore une fois, je suis déçu. On va passer vite, puis je sais que le CETEC, puis toutes les organisations comme nous, on travaille fort là-dessus. C'est encore une fois, je le répète, une situation socio-économique déterminante pour la production du Québec, puis en même temps pour nos entrepreneurs québécois. On l'a dit tout à l'heure, c'est important de bien se planifier. Aujourd'hui, on parle de valoriser. Il est important aujourd'hui d'installer une culture de valorisation, une culture de mesure, une culture de... Il faut commencer là, à se structurer davantage, avoir une culture de mesure, prévision financière, planifier, se donner de la prévisibilité, se donner aussi également une vision et une mission commune. Donc, il est essentiel pour obtenir un plan de valorisation sain, il faut déterminer notre plan stratégique, vraiment situer notre vision d'organisation. Parce que tout à l'heure, Eugène va vous donner des statistiques qui sont assez surprenantes. Également, à travers cet exercice, déterminez votre plan d'immobilisation, votre plan d'investissement. Ne négligez pas l'âge de vos équipements, vos immobilisations. Ne négligez pas la nécessité de réfléchir à la technologie. C'est important. Hein? Il y a des statistiques hier que je voyais qui étaient assez préoccupantes d'ici 2030, où les entreprises au Québec, s'ils n'investissent pas plus en technologie, vont arriver dans le mur au niveau de la productivité. Donc, en fait, avec l'ensemble des ingrédients que je vous ai parlé, c'est de préciser nos objectifs. Fixons-nous des objectifs en tant qu'organisation. Et là, avec la relève, bien là, on va déterminer les responsabilités. Et il y a un angle mort aussi que j'ajoute. Souvent, l'aspect financier dans la PME québécoise a été souvent la paternité des cédants ou cédantes. Donc là, on a un transfert de compétences très important de bien arrimer le portrait de nos compétences et le transfert des compétences pour s'assurer que nous ayons une matrice de compétences autour de notre table qui soit gagnante. Également, le réflexe qu'on connaît aujourd'hui de venir assurer une pérennité, une rétention de nos ressources par l'intégration à l'actionnariat de nos ressources est aussi quelque chose d'important pour créer une stabilité et avoir des objectifs financiers qui soient partagés à travers la direction de mes entreprises et qui soient clairs. Donc, je viens de vous couvrir l'ensemble, je vous dirais, des angles qui entourent la valorisation. Et maintenant, je vais passer la parole à mon collègue qui est expert en stratégie de valorisation d'entreprise qui va nous entretenir sur cette section-ci. Ouais, merci beaucoup, Éric. Merci, Serge. Merci, Éric, pour ta belle présentation. Moi, un petit peu là, comme Éric, je vais mentionner, moi, j'ai une dizaine d'années d'expérience en consultation. Puis j'ai également là, une quinzaine d'années en entreprise au niveau du privé. J'ai eu 12 usines sur ma responsabilité là, à travers le Canada. Donc, je mentionnais à Serge là, au début, là, les bottines doivent suivre les bobines. Donc, vous allez voir les démarches proposées, les éléments à regarder là, que je vais vous présenter. C'est vraiment des démarches que j'ai utilisées dans ma carrière au niveau du privé et que maintenant, j'accompagne les entreprises. Serge, là, on accompagne une centaine par année là, pour essayer là, de valoriser, maximiser la profitabilité de l'organisation. Puis, tu mentionnais là, que c'était des idées nouvelles pour toi que tu n'avais pas vues ou une façon d'approcher le cas. Donc, j'espère que pour vous, vous allez trouver ça également intéressant. Donc, on peut commencer avec la première diapositive. Ici, lorsqu'on parle de profitabilité, là, je voulais vous brasser un petit peu. Là, je n'ai pas de profit, pas de retraite. Tout à l'heure, ce qui est important de mentionner, on ne fera pas des experts d'évaluation d'entreprise, de valeur marchande, mais ce qui est important de mentionner, là, souvent, on va regarder le BAIA, ce qu'Éric mentionnait, là, donc les profits générés par votre organisation, puis on va y aller avec un multiplicateur. Ça peut être un multiplicateur de 3, un multiplicateur de 5, dépendamment de l'industrie. Donc, je vous donne un exemple facile. Si vous générez 100 000 par année, bien, votre entreprise, une valeur peut être entre 3 et 500 000 $. Pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que j'ai des exemples plus tard, puis je vais toujours me référer à cet exemple-là, comment vous pouvez rapidement améliorer la situation de votre organisation. Donc, moi, objectif de ma présentation, Éric avait des objectifs tout à l'heure, moi, c'est la même chose. J'aimerais ça, si vous prenez en note peut-être 2, 3 éléments que vous pouvez faire rapidement. Dans les prochaines semaines, vous pouvez déjà faire une différence dans votre organisation. Donc, si vous avez retenu 2, 3 idées là, que je vais vous proposer lors de ma présentation, là, je pense que je vais avoir fait mon travail. Donc, un des premiers éléments que j'aimerais que vous travailliez, c'est si vous regardez en bas à droite, c'est de se comparer. On veut se comparer avec l'industrie. Donc, nous, avec Éric, chez Raymond Chabot, on va souvent faire un exercice de balisage.
Donc, on va regarder, OK, vous êtes dans quel secteur d'activité? Donc, on vous donne un exemple en bas. Vous voyez, la moyenne de l'industrie, on est à 14 puis notre entreprise se trouve à 3,9 ou 4 Donc, ça, ce n'est pas un exercice qui est difficile à faire. On n'a pas besoin d'investissement, puis des mois et des mois de travail. Ça prend 15 minutes. On fait cet exercice-là. Pourquoi c'est important? Serge l'a mentionné tout à l'heure. On a 30 000 entreprises qui vont être à vendre dans les prochaines années. Donc, si vous voulez vendre votre organisation dans les 5, 10 prochaines années, même dans les 2 à 5, vous allez devoir être en compétition avec d'autres vendeurs. Donc, vous allez vous assurer que votre entreprise est performante par rapport à son industrie. Si moi, je suis un acheteur, je vais regarder, exemple, si je suis dans le transport, bien, je vais regarder où vous vous situez. Puis si vous êtes en bas de l'industrie ou beaucoup en bas, bien, puis il y a une autre entreprise qui est vraiment dans la moyenne ou supérieure, bien, c'est une entreprise qui va peut-être m'intéresser un peu plus. Donc, c'est un travail que vous devriez faire là, rapidement. On s'évalue. Donc, ici, je vous donne un exemple rapide en bas. On regarde, si on regarde l'entreprise génère 46 000 en 2023, bien, vous regardez en dessous, si on atteint l'objectif de l'industrie qui est à 14 on devrait générer 170 000 Donc, vous voyez que vous avez des éléments sur lesquels vous devriez travailler pour bonifier vos profits de 100 000 par année. 100 000 par année, on l'a dit tout à l'heure, Serge, on multiplie par 3 ou par 5, ce n'est pas important le multiplicateur, mais vous avez un impact de 300 000 à 500 000 pour votre retraite. Éric l'a mentionné tout à l'heure, c'est quoi vos besoins à votre retraite lorsque vous allez vendre votre organisation? Bien, vous voyez que si vous êtes capable de faire des changements importants dans les 2, 3 prochaines années, rapidement, vous allez avoir une valorisation beaucoup plus intéressante pour votre organisation. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est qu'on s'évalue, on se compare par rapport au secteur, on identifie les écarts, puis là, dans les prochaines diapositives, on va vous montrer quelle est la démarche que j'ai utilisée dans ma carrière, puis la démarche que j'utilise avec Éric lorsqu'on accompagne nos clients. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, nous, on a beaucoup de cafés virtuels avec les entrepreneurs, puis on dit « Eugène, je suis en bas du secteur. Eugène, j'aimerais m'améliorer. » Mais voici les éléments préoccupants. Ce n'est pas si facile que ça, venir améliorer demain matin la valorisation de mon organisation. Fait que là, les questions qui reviennent, là, j'arrive difficilement à établir le prix de vente de mes produits. Je me demande si j'ai un secteur d'activité rentable et moins rentable. Souvent, Éric, dans nos organisations aujourd'hui, on va avoir 5-6 départements, un état financier où toute l'information est un peu noyée. Donc, on a un état financier global, sommaire. Lorsqu'on pose des questions, nos vérificateurs en fin d'année nous disent « Hey, j'ai posé des questions, pourquoi j'ai une érosion de la marge? Pourquoi j'ai moins de profitabilité? » Bien, le client n'est pas certain parce que les états financiers ne parlent pas assez. Donc, c'est important d'être capable de savoir, OK, si j'ai un secteur, je donne un exemple, j'ai des clients qui sont dans le remorquage, sont dans la réparation, sont dans la réparation de collision, vente de pièces. Bien, on ne le sait pas, c'est le remorquage qui est payant, c'est les ventes de pièces qui sont payantes, c'est la réparation collision. On a un état financier qui noie le poisson. Donc, nous, ce qu'on vous demande, là, les préoccupations, c'est pour ça que ce n'est pas facile pour les propriétaires. On a des ventes qui augmentent, mais les profits diminuent. On ne pousse peut-être pas les bons produits. On se demande si tous les changements apportés à l'entreprise sont reflétés dans le coût de revient. Donc, on comprend que, le deuxième point également, il y a eu de l'inflation dans les dernières années. Donc là, les gens me mentionnent, Eugène, on avait une méthode qui est d'augmentation de nos prix de vente de 2-3 L'année passée, on a l'IPC à 6 On fait quoi, Eugène? De quelle façon on travaille? La matière première, ça va bien, mais les assurances, l'amortissement, l'acquisition de nouveaux équipements, je suis un peu perdu. C'est un peu plus difficile d'avoir un bon portrait de la profitabilité de mon organisation. Comment puis-je faire? Quelles sont mes prochaines étapes, Eugène, pour m'amener à la moyenne de l'industrie ou supérieure à l'industrie? Donc, c'est beaucoup les préoccupations courantes des gens. Puis, vous allez voir dans les prochaines diapositives, on va vous montrer, OK, on a ces préoccupations-là. Quelle démarche on devrait suivre, vous devriez suivre pour être capable de résoudre ces problèmes-là, résoudre ces interrogations-là pour avoir de l'information de façon précise. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Ici, statistique très intéressante. Ça fait quelques années, j'ai débuté ma carrière, j'étais dans le manufacturier, puis là, j'ai vu cette statistique-là qui mentionnait, ça a été fait par Harvard aux États-Unis sur des milliers d'entreprises. Je pense que c'est 20 000 entreprises. Si vous regardez à gauche, les gens pensent la loi de Pareto. On a 20 des clients qui génèrent 80 des profits. Donc, chez vous, dans votre entreprise, c'est la même chose. Vous avez 2-3 clients, vous le savez, c'est le pain et le beurre de votre organisation. Eux, on les dessert rapidement. Ils sont prioritaires lorsqu'il y a des commandes. On s'assure de répondre, d'avoir un taux de satisfaction de 100 Puis après ça, on a l'autre client, l'autre clientèle qui est quand même importante en termes de quantité, peut-être pas en termes de volume. On a 80 des clients qui vont générer 20 des profits. Donc, Serge, ce que je te présentais l'autre fois, l'idée préconçue des gens, c'est qu'on n'a pas de clients non rentables dans l'organisation.
Tout le monde nous génère de l'argent, mais peut-être un peu moins. Il y en a peut-être un peu moins intéressant, mais dans le fond, il faut briser ce paradigme-là. Si on regarde à droite, ça, c'est l'étude qui a été. L'étude mentionne qu'en réalité, vous avez 2 clients, 20 des clients qui vont générer 225 des profits. Puis vous allez avoir 70 des clients qui vont payer vos frais fixes, qui vont payer vos frais financiers, l'amortissement, votre équipe de vente. Sont très importants, ces clients-là. Mais on a 10 des clients qui vont générer 125 de pertes. Donc, je vous rappelle l'exercice initial. Je vous mentionnais qu'une entreprise, Éric présente des états financiers à son client. Ça fait 5 ans qu'on fait 100 000 par année. Mais le client, là, en réalité, pourrait faire 225 000 selon l'étude d'Harvard, pas l'étude de Raymond Chabot. Là. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Là. 225 000. Ça veut dire que le client laisse sur la table 125 000 $. Donc, ce qu'on vous dit aujourd'hui, ça, c'est la deuxième chose qu'on aimerait que vous reteniez. Première, c'est une petite statistique, un exercice de balisage. Puis le deuxième, c'est de prendre conscience que dans votre organisation, vous avez peut-être un client sur 10. On appelle ça des clients là, qui font mal un peu à l'organisation, qui tirent l'entreprise vers le bas. Donc, il y a un chèque qui est donné à votre client sur 10. C'est négligeable. Là, vous parlez d'un client sur 10, mais regardez l'impact sur l'état financier. On parle d'un impact de 125 000 $. Donc, je parlais à Sébastien, nous, on accompagne, je vous le mentionnais tout à l'heure, de 60 à 100 clients par année. Puis, c'est pas rare d'avoir une entreprise, 100 000, exemple, 1 million de bénéfices nets, puis 2-3 ans après, on est rendu à 3 millions, on est rendu à 2 millions, où on fait 100 000 de profit, on tombe à 200 000 l'année prochaine. On n'a pas changé l'entreprise, viré l'entreprise en envers en bon québécois. On a seulement identifié les produits ou les clients qui sont un peu plus déficitaires. Ça, c'est une étude de Serge qui a été faite il y a plusieurs années, Éric. Puis nous, à chaque année, on s'assure de rafraîchir cette étude-là. Nous, on prend les clients Raymond Chabot, je mentionnais tout à l'heure. Donc, vous allez voir, il y a environ peut-être 200-300 clients dans cette étude-là. Puis vous allez voir la question que je pose aux gens aujourd'hui, vous ne pouvez pas répondre, mais je pose aux gens, est-ce que vous pensez qu'on est meilleur qu'avant? Est-ce qu'on a moins de clients non rentables dans l'organisation? À l'époque, c'était 1 sur 10. Aujourd'hui, est-ce qu'on est à 1 sur 10 ou on est un peu plus que 1 sur 10 sur les clients? Donc là, habituellement, les gens me mentionnent, je pense qu'on est toujours dans le 1 sur 10 ou peut-être qu'on est pire qu'avant. Donc là, on peut présenter les résultats là, de nos clients là, à travers le Québec. À la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, si vous constatez les résultats, toujours intéressant. À chaque année, là, cette année encore, on va déposer encore une cinquantaine, une soixantaine de clients. Puis la situation n'a pas changé. Ce qu'on présente, on a 40 4 clients sur 10 très rentables. Le pain et le beurre de votre organisation. Malheureusement, maintenant, on n'a plus de clients non rentables. On va regarder 26 Avant, on avait un panier de 1 sur 10. Aujourd'hui, on est à 2 sur 10, 2,5 sur 10. Donc, on parle de 220 000 $. Ça veut dire que lorsqu'on présente un état financier, on aurait pu présenter 300 000. Mais lorsqu'on présente Éric à nos clients, on est à 100 000. Il y a 200 000 de laissés sur la table. Puis, il y a beaucoup d'éléments. Il n'y a pas une solution miracle. Éric l'a mentionné tout à l'heure, ça prend un bon plan de formation. Ça prend une équipe de gestion en place qui a des bonnes compétences, avec les bonnes pratiques en place. Mais quand même, l'important, moi, ce que je vous dis dans l'étape 2, le deuxième élément à retenir, c'est prenez une photo. Prenez une photo de la dernière année, comparez-vous avec le secteur, puis identifiez les produits non rentables. Puis après ça, vous allez avoir un plan d'action. Mais première étape, identifier les clients non rentables. Puis ça, c'est pas long à faire, là. Sébastien, des fois, avec des clients, on est de 3 à 8 semaines, on a une photo complète, très précise. Voici ce qui est. Des fois, les gens me demandent, Jean, donne-moi mon top 20, là, worst clients, là, puis je les élimine demain matin. Nous, on dit non, c'est pas ça l'objectif. On va vous présenter tout à l'heure là, de quelle façon on veut travailler, mais le but, c'est pas l'élimination de clients. Donc, si on regarde à droite, on est dans le secteur, dans le service, un petit peu la même chose, mais un petit peu moins difficile pour les états financiers. Si vous regardez, on a 40 des clients qui génèrent 185 des profits. On a quand même 30 clients, 35 qui génèrent 85 de pertes, donc une perte de 85 000. Rapidement, pourquoi c'est plus facile à droite? Bien, c'est moins complexe qu'une usine. Hein? C'est moins complexe. On n'a pas 50 activités, équipements, 4000 produits. Lorsqu'on est dans le transport, lorsqu'on est dans le service, on offre des services de physiothérapeute, d'architecture, de consultation, d'avocat. C'est plus simple. On prend des taux horaires divisés par le dénominateur, c'est le nombre d'heures travaillées, le nombre d'heures facturées. Donc, on se trompe un petit peu moins, mais il y a quand même des écarts importants qu'on peut corriger assez rapidement. Donc, ça, c'est le constat. Si on va à la page suivante, s'il vous plaît. Donc, ici, une image vaut 1000 mots. Donc, votre travail aujourd'hui, si vous regardez, là, on fait beaucoup de profit avec les premiers clients. Après ça, on stabilise l'organisation. Puis malheureusement, selon Norton, Harvard Business, eux, 10 nous, 30 c'est ces clients-là vers la droite qui font mal à votre organisation. Votre travail, une fois qu'on a fait un exercice de balisage, on a identifié des clients,
c'est de déplacer les clients vers la gauche. Est-ce qu'on est capable de travailler en équipe avec l'équipe de vente, avec l'équipe d'opération pour faire un petit déplacement vers la gauche? Donc, le 10 on ne veut pas changer, comme je mentionnais, l'entreprise en envers. Si on est capable de déplacer vers la gauche, dans ce cas-ci, vous voyez, 1,3 million de profit, on pourrait tomber à 3 millions sans faire de gros changements, là, seulement identifier ce qui fait mal à l'organisation. Puis souvent, Serge, quand j'ai des ateliers avec les gens ils commencent toujours nos rencontres en disant « Eugène, pleine capacité, pénurie de main-d'œuvre, manque de ressources, on travaille fort toute l'année, Eugène, on est essoufflé, on travaille fort. » Mais là, on se dit, comment ça, dans le fond, on n'a pas le droit d'avoir dans notre organisation, dans notre modèle, des clients qui ne génèrent pas de la profitabilité, des clients qui vont tirer l'entreprise vers le bas. Si on est vraiment à pleine capacité, puis on est en pénurie, dans le fond, il faut travailler sur les clients rentables. Dans le fond, il faut maximiser tout ce qui se passe dans les mains de vos ressources, dans le service, dans la distribution, dans votre canal, dans vos canaux de distribution ou dans votre usine. On doit maximiser les clients rentables. Donc, tout ce qui est à 20, 70 ou 40, 29, c'est ça qui doit être priorisé dans votre organisation. Donc, si on va à l'étape suivante, donc, des éléments, des pistes d'action, vous n'êtes pas obligé de suivre ces éléments-là. Là, c'est des idées qu'on vous lance. C'est une méthodologie utilisée chez nous, chez Raymond Chabot. Dans le fond, exercice de balisage, on en a parlé. Étape 2, analyse de rentabilité. On prend une photo, 2 à 8 semaines. On s'assure de regarder la dernière année. On ressort les clients rentables, les produits rentables, ce qui est plus difficile à l'organisation. Une fois que la photo est prise, c'est là que le plaisir commence. C'est là, après, ce qu'on recommande, Serge, avec Éric, c'est toujours une planification stratégique. Une fois qu'on a travaillé et qu'on a un portrait, là, on peut faire un exercice de planification stratégique avec de l'information. Souvent, Serge, on va avoir une planification stratégique, puis on dit, est-ce qu'on pousse un produit, est-ce qu'on pousse un client, est-ce qu'on pousse un marché? Peut-être, mais je ne suis pas sûr de mes données. Est-ce qu'on abandonne un produit? Je ne suis pas sûr s'il est rentable ou pas. Donc, assurons-nous, lorsqu'on est à l'exercice de planification stratégique, d'avoir de l'information en main, de la bonne donnée, de la donnée à jour, pas d'il y a 4 ans, 5 ans, mais de la donnée à jour, puis pertinente, puis que tout le monde est confortable avec cette information-là. Donc, ce qu'on peut faire avec l'exercice stratégique, on peut améliorer notre efficacité. Est-ce qu'on peut travailler sur un projet de numérisation? Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, on parle beaucoup de numérisation au Québec présentement. Projet d'investissement. Est-ce qu'on veut automatiser? Si on est moins bon que le secteur d'activité, il y a sûrement des raisons. Si votre compétiteur à côté, là, il a un prix moins cher que vous, il y a 2 raisons. Soit qu'il est plus efficace ou il ne connaît pas son coût de revient. Puis lui, il se base sur le voisin qui est à côté ou l'autre collègue qui est à côté. Donc, c'est important de ne pas établir un prix de vente sur mon compétiteur. C'est important de connaître ses coûts à l'interne. Peut-être que les produits non rentables, vous voulez les laisser à votre compétiteur. Puis vous voulez prendre des produits qui sont rentables. Donc, vous allez améliorer, valoriser votre organisation. Puis une fois qu'on a identifié stratégique, nos projets d'investissement, on a des décisions d'affaires. Lorsqu'on est rendu à l'exercice budgétaire, planification, nous, on dit toujours, le but, ce n'est pas d'abandonner un client ou un produit, c'est est-ce qu'on peut s'optimiser à l'interne? On peut être plus efficace? Est-ce qu'on peut négocier avec le client? Exemple, le client, il y a un panier de produits, il y a 4 produits très, très rentables, puis un déficitaire. Est-ce qu'on peut remplacer un produit par un autre? Il y a beaucoup de travail à faire. Une fois que l'équipe de vente a l'information, c'est plus facile d'être solide sur ses pieds puis de négocier d'égal à égal avec son client. Donc, les vendeurs, là, c'est un outil qu'eux vont vraiment apprécier d'avoir une profitabilité par rapport du client. Là, ils vont vous en remercier parce qu'ils vont être capables de négocier. Là. Après ça, ils vont être capables de faire leur travail comme il faut. Donc, démarche, donc assez précise, donc idée. C'est pour ça qu'on va vous partager cette présentation-là. Vous allez pouvoir retenir les éléments importants. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Les questions à se poser. Donc, si vous vous dites, ah oui, moi, Eugène, Éric, ce que vous avez mentionné, je ne sais pas si ça me touche. Je ne sais pas, est-ce que je vais passer un autre appel parce que je suis très occupé cet après-midi, puis la semaine va vite, la vie va vite. Bien, les questions à se poser où vous aurez peut-être besoin Éric, ce qu'il a mentionné, d'y penser exactement ce que j'ai mentionné. Est-ce que vous êtes en mesure d'isoler les clients les moins rentables de votre organisation? Si la réponse est non, il y a peut-être un travail à faire. Est-ce que vous avez un exercice de planification stratégique? Est-ce que non, ça fait 3-4 ans qu'on n'a pas fait d'exercice? Est-ce qu'on a un exercice de budgétisation? Est-ce qu'on est en mesure d'avoir un coût de revient qui va passer le test des meilleures pratiques? Parce que souvent, moi, je parle à mes associés chez Raymond Chabot, puis ils me disent, Eugène, chaque fois que je parle à un client, ils me disent toujours qu'ils en ont un coût de revient. Mais le coût de revient, là, est-ce qu'il passe les meilleures pratiques? Est-ce qu'il a été fait il y a plusieurs années? Est-ce qu'on a une profitabilité qui permet de dégager la profitabilité par produit par client? Souvent, la réponse est non. On a un coût de revient standard, on met de la main-d'œuvre, la matière première, on n'inclut pas les ventes, on n'inclut pas l'administration. Donc, il manque beaucoup de données là, donc, pour être précis.
Avez-vous développé les compétences et outils pour bien mesurer votre performance? Donc, Éric l'a mentionné tout à l'heure, ça prend une équipe compétente en place, ça prend des gens formés, ça prend des gens pour être capables. Une fois qu'on a des outils, il faut se mesurer. Il faut avoir des rencontres mensuelles, il faut avoir des rencontres avec le conseil d'administration, conseil de gestion. Donc, c'est des procédures, des outils en place pour amener votre entreprise à un autre niveau. Est-ce qu'on maximise l'efficience de vos processus? Êtes-vous premier de classe dans votre secteur d'activité? On revient toujours. Est-ce que vous êtes capable de me répondre aujourd'hui? Est-ce que vous êtes meilleur que votre secteur d'activité? Est-ce que vous êtes dans le quartile numéro 3, quartile numéro 4? La plupart du temps, Serge, on n'a pas cette information-là. Les gens ne le connaissent pas. Mais si je veux vendre dans 3, 4 ans, 5 ans, c'est important de le savoir. Ça prend un étalon de mesure. Ça prend être capable de voir est-ce que moi, mon entreprise, on parle de la mariée, elle doit être jolie. Là, donc, on veut s'assurer que notre entreprise, là, pour la prochaine génération qui va vouloir acheter votre organisation, même les employés à l'interne, ça prend une entreprise qui génère des profits. Donc, la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, un petit peu comme Éric, moi aussi, même résumé. Une fois qu'on a fait un exercice, on a pris une photo à une date donnée, bien là, ça prend une planification stratégique. On a une planification stratégique, on veut devenir les meilleurs de notre industrie, on veut s'améliorer, on veut léguer à notre prochaine génération une entreprise saine, très rentable, bien, ça prend un plan d'action. Un plan d'action, investissement, numérisation, formation de ma main-d'œuvre, un exercice budgétaire. Après ça, on a un coût de revient détaillé par produit, par client. On est capable d'avoir une liste de tarification qui tient la route. Puis des fois, ça ne tient pas la route. On retourne à notre coût de revient, on fait un exercice budgétaire. Souvent, on va travailler 4 fois, 5 fois. Serge, dans les bonnes pratiques, un exercice budgétaire, planification, c'est 6, 7 itérations avant d'avoir de quoi qu'il y a de l'allure, là. Donc, si on fait ça sur le coin de la table, un comptable qui fait ça dans son bureau en fermant les stores, ce n'est pas la bonne façon de faire. Un exercice budgétaire doit être fait avec la personne des opérations, avec la personne des ventes, avec l'équipe de gestion. Ça se fait en équipe, un exercice budgétaire. Comme une planification stratégique, c'est la même chose. Donc, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, Éric, je te passe la parole. Merci, Eugène. Donc, écoutez, en résumé, ce qu'on a fait ce midi, deux thématiques. La thématique qu'on retourne sur le plan de relève, hein, Serge et vous tous, et également spécifiquement sur le plan de valorisation. Ce qu'on a voulu vous amener parce que le profil baby-boomer entrepreneur a toujours, dû à son ADN, a toujours une certaine insécurité financière lors de son transfert, que ce soit une question de comprendre les mouvements qui se passent, sa façon de travailler a été dans un moment différent, etc. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est surtout pas d'accentuer vos insécurités. Au contraire, c'est surtout de vous dire que par des petits gestes, de petits tournevis dans le moteur, on peut améliorer grandement des choses. Donc, rappelons-nous, on vous recommande un plan de relève. Le CETEC vous rencontre, en fait son diagnostic. Nous, ce qu'on recommande, on arrive avec une équipe d'experts et d'autres professionnels, évidemment. Nous, on arrive avec une équipe d'experts autour duquel on va approfondir la vision de notre cédant, du groupe de cédants, leur vision, leurs inquiétudes, ils empêchent de dormir, surtout leurs opinions face à la relève. En même temps, on va rencontrer ce groupe de relève-là. On en fait le portrait. On en fait le portrait, les écarts, avec un plan de développement. Et là, ce que Eugène vient de mentionner, la notion de la mesure doit être présente, mais elle doit être collective. On va également discuter de gouvernance, comment la PME doit prendre des décisions dans le futur. Une gouvernance qui est beaucoup plus collective. Et ça, certains entrepreneurs ont beaucoup de difficultés avec ça, des communications internes différentes, une façon de prendre des décisions en équipe, une table de gouvernance, souvent avec un externe qui va ajouter une compétence. Donc, quand Eugène disait rhabiller la mariée, peu importe si vous transférez ou si vous vendez, c'est important de le faire. Un autoportrait dans cette même démarche-là de mes forces et mes faiblesses. La faisabilité financière de mon transfert en lien avec mes ingrédients, mes besoins que j'ai. Quelle autonomie je peux avoir dans le transfert, jusqu'à quel prix je peux financer mon patrimoine, jusqu'à quel montant je peux financer moi-même avec ma balance de vente, pour ne pas trop nuire à ma fiscalité également. C'est essentiel de le faire le plus tôt possible pour arriver avec un plan structuré autour duquel on peut vous accompagner à mettre en place sur une période avec un comité de relève de votre organisation. Il faut vous donner un peu de temps. Et, la beauté de la chose, évidemment, améliorer les performances avec Eugène pour le reste, la fin de ses conseils.
Excellent, excellent. Écoutez, je n'ai qu'un mot à dire, c'est merci, merci à vous deux. Merci pour cette synthèse, Éric. Quand on parle d'un plan, d'une échéance de 2 à 5 ans, le transfert, là, ben, on est plus vers le 5 ans, mais on voit avec la liste de ce qu'on vient de constater dans la présentation de Jeanne et d'Éric, pourquoi est-ce que ça prend ça? Parce que c'est plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qui sont peut-être plus faciles à travailler que d'autres, des fois plus courts que d'autres. Dans certains éléments que Jeanne a mentionnés, des fois, ça peut se faire à l'intérieur d'une année où on va faire des virages qui vont nous donner des résultats immédiats. À certains autres égards, et notamment au niveau de la planification de transfert, le savoir, comme on dit, le savoir et le pouvoir, ça, c'est des choses qui prennent un peu plus de temps parce que ce n'est pas instantané. Transférer d'une mémoire d'ordinateur, ça, c'est instantané. Transférer une mémoire collective, une mémoire d'un dirigeant, ça, c'est autre chose. Et ce sont là des facteurs qui sont essentiels au succès d'un transfert. Donc, merci, messieurs. Je ne reprendrai pas chacun de vos propos. Je signale que la présentation va vous être accessible. Donc, vous allez pouvoir revenir et revenir sur les 2, 3 principaux points. Éric vous l'a dit, et Eugène aussi. Donc, 2, 3 principaux points sur lesquels travailler, adresser. Et tout ça, ben, chacun de vous, entrepreneurs ou repreneurs, ben, vous avez des connaissances, vous avez des bonnes compétences dans vos domaines respectifs. Et on voit que, dans le fond, pour cet aspect-là, qui est le transfert, ben là, d'aller chercher l'expertise aux bons endroits, d'aller chercher les spécialistes nécessaires en ressources humaines, les banquiers, etc., au niveau juridique. Donc, c'est grâce à ça qu'on va réussir à faire et une bonne préparation et une bonne valorisation de l'entreprise. Donc, merci encore, messieurs. Et, ben, Élodie, je te demanderais si aussi, je suis sûr qu'on a eu des questions qui ont popé pendant la présentation. Pour les quelques minutes qui nous restent, peut-être nous en faire part. Oui, donc on a eu vraiment plusieurs questions en lien avec l'évaluation d'entreprise, je crois. Donc, je vais vous en poser une qui les résume pas mal toutes. C'est où trouver la moyenne des industries? Ça, Eugène peut répondre là, dans les ratios, les principaux ratios, on va les chercher, Eugène. Si on regarde au niveau du StatCan, on va avoir de l'information sur la rentabilité pour les secteurs d'activité. Si on veut une moyenne de l'industrie, si je parlais aujourd'hui à un évaluateur qui n'est pas mon expertise, mentionnerait qu'il faut faire attention. Ça dépend de l'entreprise. Il ne faut pas prendre un ratio de 3,5. Hein, Éric, tu en as fait plusieurs. Ce n'est pas 3,5 pour 1, c'est 4. Aujourd'hui, Éric l'a mentionné. Il faut regarder autre chose, pas seulement la valeur de l'organisation, le passé, le futur. Donc, il n'y a pas de chiffre. Eugène, ce que la personne demandait, c'est où va chercher les statistiques de ton brut, ta pourcentage des salaires, où tu vas chercher des ratios. Là. Exactement. Donc, ça, il y a sur Statistique Canada, il y a de l'information disponible là, à ce niveau-là. Mais Eugène, on se parle tous les deux, là, on répond ensemble, mais effectivement, le calcul de la valeur marchande, comme tu l'as mentionné, tout est lié au risque. Hein, parce que quand vous comprenez comment ça fonctionne, le facteur, plus le risque va être élevé, plus le facteur va être bas. C'est quoi que ça veut dire, le risque élevé? Pas de plan de match, roulement de personnel, désorganisé, pas de plan stratégique, pas de plan de valorisation, etc. À ce moment-là, votre facteur va être très bas. Tu sais, quand on entend parler à 4 à 5 fois le profit, soyez prudents, ça dépend. C'est pour ça que le danger, le seul élément que je veux mentionner, là, j'ai beaucoup de gens, d'amis qui sont évaluateurs là, de connaissances, ils vont vous dire, on ne peut pas dire, Serge, OK, c'est 5, moi je prends 5, puis OK, ma retraite, je vais avoir une belle retraite, puis tu arrives avec un évaluateur, puis lui, il va arriver avec un 2,5 ou un 3. Et comme Éric l'a mentionné, là, il faut des fois parler avec un évaluateur pour bien connaître le bon multiplicateur pour votre organisation. Une question qui est un peu en lien. La juste valeur marchande est très difficile à obtenir. Nous pouvons mandater 5 évaluateurs reconnus et avoir 5 valeurs très différentes. Comment s'y retrouver? Ben, écoutez, plus ou moins d'accord. Effectivement, c'est des fourchettes que l'évaluateur va mentionner. Donc, ce sont des fourchettes. Et l'appréciation du bénéfice représentatif, c'est assez technique. À nous, quand on fait un plan de relève, on présente le calcul à l'ensemble des parties. Tu prends ton bénéfice représentatif, ta moyenne, puis là, tu vas rebâtir ton bénéfice représentatif. Donc, le poste qui est le plus variable, plus souvent, c'est au niveau des salaires.
le salaire qu'on paye aujourd'hui, comment on va payer plus tard. Souvent, ça prend 2-3 personnes pour remplacer monsieur Tremblay ou Mme Beaulieu. Et ça, au niveau des salaires, il y a souvent des ajustements, mais toute l'inflation, l'augmentation des coûts qu'on vient de vivre. Donc, il faut refaire le plus précisément possible un bon travail, la revision de notre bénéfice représentatif en lien avec tout ce que Jeanne vient de mentionner aussi. Maintenant, pour ce qui est du facteur, bien écoutez, effectivement, ce sont des fourchettes. C'est une notion d'appréciation du risque. Puis les évaluateurs, les EEE, c'est une profession qui est très bien organisée. Donc, la plupart du temps, les écarts, oui, il y en a, mais ils ne sont pas si grands. L'important, c'est de travailler à fourchette. Mais une chose qui est certaine, c'est que il faut de plus en plus se baliser à ce niveau-là. Puis ce que c'est qu'on enseigne comme message, c'est qu'il y a un chiffre que l'évaluateur va toujours vous demander d'optimiser, c'est la capacité de générer des bénéfices. Donc, c'est ça. Parfait. Donc, une autre question. On a parlé des entrepreneurs, mais est-ce qu'un bon plan de valorisation fait par le repreneur dans son plan d'affaires aurait un impact positif dans le possible financement de la cible? Eugène, c'est la valorisation. Oui, c'est certain, c'est certain. Nous, on a des clients, là, un bel exemple où c'est des repreneurs. Eux, dans le fond, ont bénéficié de l'exercice qui n'avait pas été fait avant. Donc, ont acheté une entreprise qui était valorisée de façon un petit peu moins intéressante. Puis, Éric, avec un accompagnement, avec une évaluation, avec des démarches, les gens, oui, ont été capables de retravailler l'entreprise, de maximiser la valorisation. Puis, on est passé, dans certains cas, de 1 à 3 millions de bénéfices. Puis, eux ont refait un exercice de valorisation. Puis, en dedans de 2-3 ans, il y a des gens dans l'entreprise qui ont vendu l'organisation des parts. Il y en a qui sont restés. Mais juste pour vous dire que si vous êtes un nouvel acquéreur, c'est important de faire cet exercice-là pour vous, puisque vous venez de commencer. Ce qui est intéressant, vous n'avez pas de parti pris. Vous n'avez pas la partie émotive, c'est mon client, c'est mon produit, je l'ai depuis 15 ans. Donc, vous pouvez rapidement faire des changements importants, là, positifs pour votre organisation. Et si je peux me permettre, là, par ailleurs, pour aider justement la relève dans l'établissement du plan en question qui va donner la valeur, là, la transparence et la bonne collaboration entre un cédant et un repreneur va permettre justement à notre repreneur d'aller encore plus vite et d'obtenir des informations plus pertinentes pour permettre justement d'arriver avec un beau plan puis faciliter justement le montage financier et la planification post-transfert, comme tu viens de le mentionner. Puis Éric l'a mentionné tout à l'heure, souvent, tout est dans la tête de M. Éric, M. Pierre, M. Tremblay ou Mme Tremblay. Souvent, on va remplacer par 2 ressources, peut-être, mais ou d'autres fois, on peut avoir de meilleurs outils. Hein? On doit s'équiper d'outils parce que tout ce qui était dans la tête de la personne, si jamais la personne reste en place 6 mois, 1 an, bien, profitez-en là, pour aller chercher de l'information, mais pour vous bâtir des outils pour être capable de vous rapidement d'être en contrôle de votre organisation. On a le temps pour une dernière question. Donc, quel type de professionnel peut-on contacter pour les impacts fiscaux du transfert avant janvier 2024? J'avais l'impression que c'était plus bénéfique de le faire plus tard qu'avant. Ben, moi, je suis toujours mal à l'aise à faire de la vente de business quand je suis dans un pitch comme ça parce que par respect de mes partenaires, écoutez, vous savez très bien que nous, on est dans une firme comptable. Moi, je suis un comptable personnellement. Il y a des fiscalistes dans nos bureaux et dans tous les bureaux. Mais ce que je dois vous dire, par contre, pour avoir été au budget, puis de l'éplucher mur à mur, puis d'avoir fait une rencontre avec 15 fiscalistes hier pour faire notre stratégie, notre tactique d'ici le 31 décembre 2023, on avait tous l'impression de ça. Je l'ai même dit, moi, sur les ondes, lors des entrevues, lorsque j'ai fait des entrevues post-budgétaires. Ce qui se passe, c'est que dans les textes de loi, il n'y a rien de clair. Encore une fois, c'est la même affaire. Il n'y a rien de clair. Chose qui est certaine, c'est ce qu'on voit, c'est que si les enfants ont des actions, déjà, à partir du 1er janvier 2024, ça va être plus difficile. S'ils n'en ont pas, ça va être moins difficile. Il y a la notion du capital versé de 15 millions qui tombe. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans la complexité. Mais il y a une chose aussi qui a toute la notion de cousin-cousine qui embarque. Donc, mais les textes de loi sont incohérents. Donc,
Et c'est un consensus à travers tous nos fiscalistes. Une chose qui est certaine, c'est qu'on a identifié hier des éléments facilitant le transfert avant 1er janvier 2024, avant qu'on ait des réponses à tout ça. On souhaite en avoir rapidement. Mais il est certain que présentement, si l'entrepreneur n'a pas encore émis d'action, s'il a fait un gel successoral, il a parqué son gel, il a stationné son montant de gel, là, il y a un avantage à aller générer le gain capital avant le 1er janvier 2024. Trop fort, casse pas, prenez pas de chance. Appelez quelqu'un qui connaît ça pour aligner votre fiscalité parce que ça apparaît sur la balance. Je vais le faire rapidement. Écoutez, l'heure est passée trop rapidement, bien entendu. J'indique à nos participants que les questions, on garde toujours en note toutes les questions qui ont été posées et présentées, soit dans le chat ou bien dans le Q&A. Et on va demander à Éric ou à Jeanne, dépendant du type de questions, d'y répondre. Et ça fera l'objet donc d'un blog où vous pourrez retrouver et la présentation d'aujourd'hui et le PowerPoint, mais aussi les réponses aux questions qu'on n'aura pas eu le temps de voir. Alors, restez à l'écoute. On a toutes vos coordonnées. Parce que peut-être, Serge, il y avait un dernier commentaire. À mon Chabot, on travaille vraiment avec la petite PME. On n'est pas une grosse boîte qui travaille avec de grosses entreprises. Et les mots qui étaient là dans le processus, ce sont des mots, ce sont un graphique, mais souvent, ça se simplifie. Nous, on travaille constamment avec des épiciers, des artisans pour les aider. Donc, il n'y a pas de petites et de grosses entreprises chez nous dans notre famille. On travaille beaucoup avec la PME québécoise. Oui, bon point, bon point. Puis effectivement, et on sait que c'est la base du tissu, c'est 80 le tissu entrepreneurial québécois et constitue 80 de petites entreprises. Alors, et c'est clairement qu'on est en mesure de bien les accompagner. Merci, c'est vraiment agréable. Une belle animation, Serge. C'est toujours agréable de travailler avec vous. Puis, on espère que la relève d'entreprise va venir en santé, puis je suis convaincu qu'avec toute la coordination que vous pouvez faire, on va y arriver. Donc, merci beaucoup de cette belle opportunité ce midi. Ouais, merci pour l'invitation, Serge. Merci à vous. Et puis, soyez assurés qu'on maintient notre collaboration. On a tous les mêmes objectifs. Et je termine en disant que vous voyez à l'écran et vous recevrez chacun un sondage de satisfaction. Partagez-nous vos commentaires. Ça nous aide, ça aide nos panélistes à bien se préparer, à focuser sur les éléments qui font la différence justement dans nos présentations pour vous aider dans vos réflexions, vos actions, vos planifications. Donc, merci à tous. Merci encore à Jeanne et Éric et merci de votre participation. Et je vous dis une bonne fin de journée et au plaisir de se revoir. Bonne semaine, bonne journée. Merci, bye-bye. Merci, à la prochaine.